Bienvenue dans le podcast Licteur Europe, le podcast qui parle d'influence dans la bulle européenne. Dans cet épisode, on analyse un paradoxe. L'Union européenne investit massivement en communication, mais peine à exister durablement dans les écosystèmes qui comptent. Fragmentation linguistique, multiplication des priorités logiques de campagne. Thomas nous explique pourquoi la dilution est devenue le principal risque stratégique de la communication européenne. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et on se voit la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Bonne écoute! Bonjour Thomas. Bonjour Adrien. Merci d'être venu de Belgique pour ce podcast. Avec plaisir. Écoute, on va pouvoir parler un petit peu de Licteur Europe, des différentes raisons qui nous ont mené à créer cette verticale. Toi, est-ce que tu peux un petit peu revenir sur les raisons du pourquoi, du comment ? J'ai commencé à travailler dans la communication il y a plus ou moins 15 ans, dans les affaires européennes. De fil en aiguille, je suis passé du journalisme vers la stratégie de communication, surtout digitale. Et de fil en aiguille, ça m'a amené vers la social data. 3 ans passés dans la social data, me rendre compte qu'effectivement, au niveau européen, il y avait encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Ce qui a donné, suite à un contact avec vous, lieu à l'idée de créer peut-être Licteur Europe et d'amener ce service, ces méthodologies que vous avez créées avec Antoine, les mettre au service des institutions européennes et de toute la bulle européenne en général. Et moi, c'est une complexité que j'ai vue. Déjà, de la détection d'influenceurs sur un média, où tu définis un périmètre, et en plus, limité au territoire français, c'est déjà compliqué de tomber juste, d'avoir la personne qui porte et qui diffuse un message correctement. On le voit avec toutes les analyses cartographiques qu'on peut faire, il n'y en a que quelques-uns qui sont intéressants, et derrière, tu as un aspect opérationnel qui parfois, tu as déjà activé cette personne-là, ou elle a déjà travaillé avec un concurrent, mais alors, la complexité se multiplie avec le nombre de pays sur lesquels tu vas devoir faire l'analyse. Comment tu vois l'approche, en tout cas, qu'est-ce qui va se différencier, qu'est-ce qui est important de garder en tête pour les personnes qui ont envie de se dire, en fait, j'ai envie de porter une influence sur plusieurs pays européens. Et donc, mes complexités se multiplient à chaque fois. Oui, en fait, ça, c'est une donnée de base. On parle des pays, il y a 27 pays, effectivement, mais aussi 24 langues. Donc, c'est autant de langues à monitorer. La barrière de la langue est assez primordiale ici dans la réflexion, parce que la Commission européenne, par exemple, ou les institutions dans leur ensemble, ou même l'ensemble de la bulle européenne, donc il y a plein d'acteurs différents qui gravitent autour des institutions, vont tous avoir tendance à communiquer en anglais. On sait que si on veut toucher un influenceur anglophone, on va souvent taper du côté des États-Unis ou du Royaume-Uni, mais ça va être très difficile de trouver quelqu'un qui parle en anglais, qui soit influenceur et qui soit en dehors de Bruxelles. Du coup, en fait, on va aller complémenter cette stratégie axée sur l'anglais et canaliser autour de Bruxelles, effectivement, ou d'institutions spécifiques ou d'endroits où on sait qu'il y a des points chauds sur l'influence européenne, avec une stratégie plus nationale où on va repérer quelles sont les sensibilités au niveau national, comment est-ce qu'on parle d'un sujet donné au niveau national, et quels sont les influenceurs les plus à même de porter un message européen au niveau d'une audience plus nationale. Ouais. Ok, typiquement, sur la question des influenceurs, c'est vrai que c'est une problématique qui nous est souvent demandée. Est-ce que tu en vois d'autres, des problématiques justement qui se jouent à l'échelle de la Commission européenne, par exemple ? Oui, au niveau de la Commission européenne, par exemple, on a toujours la même chose, c'est il va y avoir un budget pour une campagne. Par exemple, une campagne, le repère habituel, ça va être les élections européennes, toute une série de campagnes pour promouvoir quelque part les différentes visions des partis politiques européens et de la Commission en général. Et à partir de là, il va falloir tabler sur un budget et se dire on va avoir une campagne de communication et il va falloir la décliner sur différents pays. Donc en fait, si on n'a pas identifié les relais qui vont permettre de pousser les messages et qu'on n'a pas étudié les communautés au niveau national pour comprendre quels étaient vraiment les angles porteurs de ces messages, on se condamne quelque part à faire une campagne qui va essayer de toucher tout le monde, mais va vraiment toucher personne dans le fond spécifiquement. L'aspect en fait stratégique en amont de tout déploiement est super important en fait. Ouais. C'est parce que ça te permet derrière ensuite pour chaque entité et chaque verticale, tu sais, environnement, etc. Ce sont des enjeux qui sont à chaque fois complètement différents, non ?
Ouais, toujours des enjeux très différents, qui sont aussi motivés par d'autres enjeux qui sont géopolitiques, hein. Les priorités des institutions européennes peuvent changer en fonction de l'évolution internationale. On voit ce qui se passe avec les États-Unis pour l'instant, avec le Groenland. Et donc, il y a toujours cette nécessité de pouvoir avancer sur une ligne communicationnelle forte, tout en pouvant s'adapter sur d'autres enjeux qui pourraient émerger à un moment donné. Et donc, c'est là où, en fait, la complexité communicationnelle pour les institutions européennes prend toute son ampleur, parce qu'il faut pouvoir prévoir l'imprévisible, en même temps garder une ligne de conduite. Et c'est comme ça, quelque part aussi, qu'on se retrouve avec des institutions qui ont tendance à communiquer sous forme de campagne. Au lieu d'avoir... moi, j'ai toujours trouvé que la clé, quelque part, pour établir une figure d'autorité sur les réseaux sociaux, c'était la constance. Je pense que la plupart tu seras d'accord avec moi, d'ailleurs, là-dessus. Mais cette constance, elle est très difficile à avoir quand on multiplie les sujets. Plus on a de sujets sur lesquels on doit se positionner, plus on n'a pas le choix, on doit allouer des budgets, on se retrouve avec des campagnes sur un sujet spécifique, un autre sujet spécifique, et au fur et à mesure, en fait, on dilue la communication sur plein d'aspects, et on n'arrive pas quelque part à créer cette figure d'autorité à long terme qui vient s'insérer dans les débats. Si on ajoute à ça en plus que les réseaux sociaux sont assez floodés, entre guillemets, de désinformation, de contenu facile créé par l'IA, etc. Donc on crée un cocktail assez détonnant où obtenir une visibilité dans les cercles qui comptent, de nouveau, c'est devenu un enjeu crucial sur lesquels les institutions sont de plus en plus sensibles et ont de plus en plus envie de trouver des solutions basées sur la data, qui vont leur permettre d'avancer de plus sereinement en minimisant les risques et en maximisant l'impact. On en parlait très rapidement, mais du coup, comment ces différentes entités publiques au niveau européen, pardon, s'adaptent à ce nouveau monde des réseaux sociaux aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils s'y prennent? En fait, c'est vraiment au cas par cas. On peut le voir, par exemple, sur ce qui s'est passé avec le rachat de Twitter par Elon Musk. Il y a eu une vague de protestations institutionnelles qui s'est opérée, où on a vu certaines agences européennes, hein, donc au-delà des institutions, il y a aussi des agences spécialisées qui travaillent. Certaines ont décidé de se retirer de X en protestation. Certaines ont voulu basculer sur Blue Sky. Euh, la commission, par exemple, a décidé de rester. Et donc, c'est vraiment un problème aussi pour eux de savoir quand est-ce que ça vaut la peine de se dire, OK, on doit sortir de cet espace communicationnel parce qu'il nous rapporte plus rien, le risque dépasse quelque part le bénéfice, on n'arrive plus à toucher les citoyens, on n'arrive plus à faire passer notre message, on est de nouveau flodé un peu par le bruit, et c'est là où on peut les accompagner. Ok, donc il y a quand même un aspect largement politique, en fait, hein, dans l'utilisation de ces espaces de communication. Comment, toi qui connais maintenant depuis plusieurs mois les méthodologies qu'on applique, on va pas les lister, mais tout ce qui est autour du social listening, de l'audience intelligence, du search analysis, voilà, il y a toute une ribambelle de méthodologies. Comment ces différentes techniques et d'analyse permettent aujourd'hui de pouvoir établir des stratégies autour de ces réseaux sociaux, autour de ces problématiques que tu as pu énoncer? Ouais, on va revenir sur ton cas de l'influenceur. Si on prend une stratégie classique, somme toute, de repérer un influenceur sur base du sujet sur lequel il communique et de son reach, on va pouvoir bénéficier d'un public assez large, mais potentiellement pas spécialisé ou potentiellement pas investi dans un sujet de manière continue. Donc en fait, nos méthodologies vont permettre d'aller déterminer au-delà de qui est l'influenceur, quel est son écosystème, quelle est la constance de cet écosystème sur le sujet donné, quel est le rapport entre l'influenceur et la façon dont il influe sur le sujet au sein de l'écosystème. Tout ça, c'est une série d'informations auxquelles les acteurs européens n'ont pas toujours accès et qui peut permettre, je pense, à terme, non seulement d'améliorer l'efficacité de la communication, mais aussi d'en réduire les coûts. On sait que si on tire très large, on va payer beaucoup d'argent, mais derrière, on n'est pas sûr d'avoir des retombées. Tandis qu'avec des communications beaucoup plus ciblées aux bons endroits, on peut faire des économies et ça permet aussi d'ancrer une communication sur le plus long terme en dégageant des budgets qui auraient été autrement établis sur des grosses campagnes court-termistes. T'as un vrai sujet d'analyse d'audience, en fait. Ouais. Si je caricature,
Tu as vraiment des verticales qui ont, j'ai l'impression, un énorme besoin de comprendre l'audience, leur centre d'intérêt, le pourquoi du comment, de récolter un maximum de données un peu brutes pour avancer, en fait, dans tout ce que tu viens de dire. C'est essentiel parce que le gros travail va être, comme on l'a dit, la barrière de la langue, etc., mais aussi la construction du message qui doit parler un peu à tout le monde, tout en ayant des subtilités pour s'adapter au contexte national. Et on ne peut faire ça que si on a vraiment compris les audiences et qu'on a pu déterminer si tel type d'opinion est vraiment porteuse sur tel réseau social dans tel pays, ou est-ce que c'est un épiphénomène quelque part qui vaut pas la peine d'être investi parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes, plus urgentes, sur lesquelles le budget communicationnel peut être mieux investi. Ouais. Donc là, on parlait effectivement des différentes institutions. C'est vrai qu'il y a un enjeu, il y a un terrain d'analyse et de déploiement de ce type de méthodologie qui est énorme. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a déjà été fait, ça continue de se faire? Quel est un peu l'état des lieux dans l'utilisation de ces méthodologies d'analyse d'audience? Ben, comme je disais, on en est pour moi, en tout cas de ce que je vois, il y a des choses qui sont très bien, notamment sur le repérage des influenceurs, mais qui sont plus sur des techniques marketing qui commencent à être adaptées sur des enjeux européens, sans avoir, je pense, cette compréhension du jeu politique et de l'enjeu décisionnel qui peut y avoir derrière la communication. Donc on est toujours sur des formes de campagne à influenceurs où on va générer un buzz pendant un certain temps. On va peut-être obtenir des prix parce que j'ai vu des super campagnes qui se font, des choses incroyables qui sont mises en place, mais qui ne vont pas permettre de changer fondamentalement l'opinion des gens, l'opinion que les gens peuvent se faire de l'Union européenne, parce qu'on sait qu'avec le flux d'informations actuel, ils vont voir cette campagne, ils vont trouver ça très bien fait. Le lendemain, ils ont déjà oublié. Et donc, je pense que l'enjeu ici, c'est très bien tout ce qui se fait en marketing, mais la surcouche qu'on pourrait amener avec la compréhension d'audience, qu'on peut amener avec la compréhension d'audience, va permettre d'aller plus loin que ça et de rentrer sur une communication, comme je disais, plus sereine, plus ancrée sur le long terme et qui va vraiment être liée à des objectifs précis d'influencer quelque part l'opinion et de faire comprendre aux Européens que la vision qu'ils peuvent avoir de la bulle européenne, comme on l'appelle souvent, n'est pas toujours fondée. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et surtout abonnez-vous car nous sortons un épisode par semaine. À la semaine prochaine!